Merci Médéric. Bon lunch à tous. Je me présente, Maude Magne, chargée de projet principal chez Groupe MISA. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Effectivement, on lance notre programmation ce midi de la campagne Rester en mouvement, donc premier webinaire de plusieurs qui suivront dans la prochaine année pour que vous puissiez constater l'ampleur du travail qui a été effectué là, dans les derniers mois pour la commercialisation de différentes solutions IoT pour l'industrie minière. Donc, présentation d'environ 45 minutes. On aura une période de questions, 15 minutes à la toute fin. Donc, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, mais on y répondra tout simplement là, à la fin. Je suis aujourd'hui accompagnée de mes deux chers collègues collaborateurs dans le cadre de l'initiative Vortex, qui présenteront aussi à leur tour. Donc, Jérôme Gontier, directeur principal d'Avisio Conseil. Bonjour Jérôme. Ainsi que, Bonjour, enchanté tout le monde. Merci. Ainsi que Valérie Lemay, directrice générale de 48e Nord International. Bonjour Valérie. Bonjour. Je me lance tout de suite. Je semble avoir un petit décalage dans mon changement de diapo. Donc, Misa, je vais prendre quelques secondes, maximum une minute pour présenter Misa. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. De toute façon, la présentation Misa va aussi vous permettre de comprendre notre impact à travers l'initiative Vortex. Donc, qui nous sommes? Misa, notre cœur de métier, c'est la gestion opérationnelle de l'innovation technologique. Donc, vous comprendrez que notre position s'est concentrée à travers l'aspect innovation. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été vues à travers Vortex IoT, mais notre cœur de métier nous a amené à accompagner les entreprises vraiment dans la gestion opérationnelle de l'innovation, qui a permis d'avoir l'idée au marché. Donc, on a toujours ce chemin-là, ce chemin critique là, du client qui nous amène jusqu'au marché, mais le but est vraiment d'avoir une bonne idée. Donc, oui, l'innovation est toujours une bonne idée ou presque, là, mais de s'assurer qu'il y a un marché à la toute fin, c'est ce qui va nous définir et c'est ce qui définit notre méthode aussi d'accompagnement, s'assurer qu'il y a toujours une pertinence pour le marché, puis notre proposition de valeur technique fait du sens et est attractive. Donc, notre mission, on travaille à la pérennité de l'industrie minière. Comment on le fait? C'est vraiment à l'avancement d'équipements de services innovateurs, ce qui permet aussi, par la bande, le rayonnement et les différentes retombées là, pour la filière minérale du Québec. Nous sommes un organisme à but non lucratif fondé en 2007 et nous faisons partie de la démarche Accor. On rentre dans le vif du sujet, donc Vortex IoT. Ici, je vais vous présenter rapidement le pourquoi du Vortex. C'est quoi notre contexte? C'est quoi la prémisse de base? Vous verrez que c'est un projet, une initiative complexe mais simple, dans le sens qu'on veut arriver à une finalité avec des solutions, évidemment, IoT connectées pour des solutions IoT pour l'industrie minière, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont participé pour arriver, évidemment, à ces fins et à ces objectifs. Nous avions comme objectif initial d'accélérer le déploiement commercial de solutions d'affaires IoT développées par les équipementiers. Donc, programme de plus de 27 millions et nous avons eu un objectif dépassé à 26 projets. Donc, on a permis avec ce portefeuille-là d'accompagner un petit peu plus d'entreprises. Ce sera donc une offre bonifiée de 26 nouvelles solutions pour l'industrie minière dans les prochaines semaines, prochains mois. Vortex, ça vient d'une mission. Donc, on avait évidemment un contexte et un... Parfait. Excusez, j'ai vu l'écran quelques secondes. Je ne sais pas si c'est à moi que ça déraille. Désolée. Donc, on avait une vision à travers Vortex, d'où ça vient, c'est quoi le contexte, pourquoi on a décidé de vouloir accompagner des solutions IoT pour l'industrie minière. Ça vient premièrement par la vision de la mine autonome. Donc, vous le savez, MISA, on travaille depuis 2017 à la vision de la mine autonome. On est conscient avec la transformation numérique qu'un jour, les opérations minières seront contrôlées de la surface et on tend vers une autonomisation des opérations.
Quelles sont les grandes étapes pour arriver à cette autonomisation des opérations? On voit ici les 4 grandes étapes ou, je dirais les 4 grands défis aussi auxquels on doit faire face. Il y a 4 différentes étapes. La mécanisation, c'est quelque chose que vous connaissez, qui est déjà un acquis dans la plupart des secteurs. L'automatisation, la robotisation demandent évidemment des expertises bien précises, mais sont l'intégration évidemment de nouvelles technologies pour obtenir des gains, que ce soit des gains de coût, d'efficacité, d'optimisation, etc. Donc, on doit évidemment y aller d'une étape à la fois. Faut simplement comprendre ici que dans les étapes d'automatisation et de robotisation, il faut avoir des processus en contrôle bien acquis. Dans le sens que si on automatise un processus qui malheureusement est pas en bonne santé, a déjà des défaillances, fonctionne pas bien, bien évidemment, on n'aura pas les gains escomptés si on se lance dans les différentes étapes pour arriver à l'autonomisation des opérations. C'est un fait pour nous. D'ici 2030, les opérations minières seront suivies par un centre de contrôle à la surface, et ce, peu importe de où et ce, peu importe quand, donc 24 heures sur 24. Pour nous, c'est la vision qui nous guide par les différents projets innovants, collaboratifs, des projets stratégiques. Donc, on travaille en ce sens et Vortex était en fait une des prémices. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est moi qui fais quelque chose de pas correct. Je repars. Donc, jusqu'à maintenant, mine autonome, nous sommes dans un contexte où on tend vers l'autonomisation des opérations. On est dans la phase automatisation, robotisation. On a actuellement des équipements qui sont connectés ou ils seront connectés tout simplement dans un espace-temps rapproché. Vous le savez, les grands équipementiers se connectent depuis quand même de nombreuses années. S'ils ne le sont pas, ils le seront. Mais ça nous amène justement à l'utilisation de données qui sont disponibles. Donc, oui, il y a les grands équipementiers, mais il y a toutes sortes d'équipements qu'on peut connecter. Donc, c'est ce qu'on explore et c'est ce qu'on veut aussi chercher les gains associés à la connectivité de différents équipements. Donc, que ce soit même un consommable ou un équipement de transport ou dans l'usine, c'est vraiment d'explorer la pertinence de la valeur de la connectivité d'un équipement. Est-ce qu'on a des gains par rapport à nos objectifs, nos indicateurs de performance opérationnelle, etc. Je vous présente cette suivante. Je ne vois plus, en fait, Médéric, si tu veux m'aider, je ne vois plus le chemin en bas à gauche pour changer les diapos. Donc, si tu es apte à changer, est-ce que c'est possible pour toi? Je n'entends pas. Mais je vais m'essayer. Donc, 2 grands concepts à vous présenter. Oh, Ouais, ça va, OK. Mais c'est bon, tout est beau. Fait que vas-y. merci. Donc, j'ai 2 grands concepts à vous présenter pour bien positionner puis comprendre encore une fois la prémisse. Donc, on se trouve dans la transformation numérique, la vision de la mine autonome. On a des objets qui sont connectés. Il faut bien comprendre la chaîne de valeur de la gestion de données pour comprendre les gains associés et les transformations nécessaires à une offre de service. Donc, la maîtrise de la chaîne de valeur des données, c'est une représentation graphique que MISA a fait maison, mais je pense que ça explique bien toutes les sphères et les expertises et les critères qu'il faut respecter pour vraiment arriver à une proposition intéressante. Donc, vous voyez, au début du chemin, on a un dispositif à connecter, des processus d'opération minière, donc évidemment qui sont codifiés, etc. Donc, on a un équipement connecté, une quincaillerie. On doit ensuite aller dans la technologie de l'information. Donc, comment on va capturer ces données-là, comment on va les transporter, puis comment on va les valider. Donc, déjà là, on amène une expertise supplémentaire nécessaire à un projet d'objets connectés en innovation. Donc, il y a des technologies de capture, de transport, mais il y a aussi la validation de la donnée. Vous le savez, il y a différents critères de qualité d'une donnée. Donc, pour être sûr, parce que oui, on peut avoir accès à une multitude de données, des millions de données, mais si elles ne sont pas pertinentes, si elles ne sont pas de qualité, malheureusement, nous ne pouvons pas les utiliser à bon escient. Il y a ensuite la colonne infrastructure de gestion.
lorsqu'on aura capturé, transporté et validé, on doit avoir un endroit pour entreposer nos données, les référencer et évidemment les sécuriser. Le référencement, c'est de s'assurer évidemment qu'elles peuvent se parler entre elles parce qu'il y a différentes sources où on va capter les données. Donc, de s'assurer qu'elles parlent un même langage puis qu'on peut justement les utiliser entre elles pour pouvoir ensuite les analyser. Ce qui m'amène à donc la dernière ligne horizontale, qui est la valorisation. C'est là où vraiment on travaille le plus, dans le sens que dans notre narratif et dans notre pertinence de projet, c'est comment on va les analyser, comment on va les traiter, comment on va les visualiser. Est-ce que c'est avec un tableau de bord? Est-ce que justement, au niveau des applications, on va en faire un outil d'aide à la décision? Est-ce qu'on va être plutôt dans l'alarme d'une certaine défaillance? Est-ce qu'on va s'en servir, par exemple, pour la maintenance prédictive, la surveillance des performances? Donc, la valorisation de la donnée nous permet vraiment de justifier la pertinence du projet, puis de voir qu'est-ce que ça change vraiment au quotidien pour un opérateur, un surintendant, que d'avoir des objets connectés ou un équipement connecté. C'est vraiment ce qu'on en fait, puis comment on l'applique. Donc, c'est de comprendre la valeur des données, puis comment ensuite on va les interpréter là, pour vraiment en faire des bénéfices clients importants qui vont avoir un impact sur justement la productivité, l'efficience, mais aussi même des processus comme la santé-sécurité, l'environnement, etc. Ça m'amène au deuxième concept que je veux vous présenter pour bien comprendre encore une fois là où on se dirige avec Vortex. C'est donc la bulle d'offre de fonctionnalité. Vous avez à l'intérieur l'offre de service traditionnelle, donc telle que vous la connaissez. Il y a l'établissement d'un prix de produit, évidemment avec des critères au niveau du coût des équipements, du transport, etc. On a un produit qui est commandé, qui va être livré, puis ensuite, il y a une garantie dans un contrat, tout simplement. Le fait d'avoir des données disponibles nous permet justement d'avoir une offre de service transformée parce qu'il y a des expertises et des fonctionnalités différentes qui arrivent avec la gestion de données. Je vais le mettre en application avec un exemple concret. Si je connecte une génératrice, par exemple. Donc là, on avait une génératrice qui a un prix, j'ai un produit, je vends mon produit qui a une garantie. Si maintenant j'ai une génératrice connectée qui me donne différents types de données, je vais évidemment transformer cette offre-là différemment. Donc, si par exemple j'ai des données d'état, la santé des pièces, l'usure des pièces. Donc là, je vais avoir un impact sur ma maintenance, puis sur ma chaîne d'approvisionnement, même peut-être dans le processus décisionnel au niveau du changement des pièces ou des recommandations, etc. Tu peux avoir aussi des données comme des données de température, des vibrations, le niveau d'huile, des données aussi, encore une fois, il y a un impact sur la maintenance, mais aussi sur la santé-sécurité. Les arrêts peut-être imprévus aussi sur la disponibilité à ce moment-là de mon équipement. Donc, c'est des données supplémentaires qui amènent une expertise et une offre supplémentaire. Je peux aussi avoir des données intéressantes qui ne sont pas directement liées au produit de ma génératrice. Je parle ici dans le cas de la génératrice, mais par exemple, qui peut m'amener des données sur les émissions de CO2, ma consommation de carburant. Donc là, en plus, j'ai un impact sur un autre processus qui est l'environnement, etc. Donc, ça nous amène à réfléchir le modèle d'affaires différemment parce que là, je ne suis plus obligée de vendre ma génératrice comme un simple produit, mais maintenant comme un service. Donc, par exemple, pour sa disponibilité, son énergie fournie, peut-être même par l'usage de kilowattheures consommés. Donc, c'est toutes sortes de réflexions qui sont amenées avec l'offre de service transformée par la vente d'un produit comme un service. Avec la bulle, je veux juste retourner une seconde, Médéric. Avec la bulle, on voit le chemin, donc, on voit aussi un service à présenter et un service conseil. Parce que là, le promoteur et l'équipementier doivent avoir un savoir-faire supplémentaire à l'interne pour pouvoir répondre. Donc, c'est là où on positionne aussi à Viseo 48e Nord parce qu'en plus de vendre un produit comme un service, il y a des processus à l'interne qui vont être modifiés, qui vont être changés et notre narratif aussi va être changé dans les différents outils de communication. Ce qui m'amène maintenant à pourquoi le vortex. Donc, on a des données disponibles, on est dans la transformation numérique, on a une fenêtre d'opportunité aussi qui est importante à saisir. Donc, c'est la raison pour laquelle on positionne Vortex.
Si tu veux changer, Médéric, ce qui m'amène à l'idée de idée au marché turbo-propulsée. Donc oui, on veut stratégiquement amener des solutions, mais on veut aussi en accélérer la commercialisation, étant donné Parfait. la Un fenêtre webinaire. d'opportunité. Je vais juste fermer le micro. Donc, on a une fenêtre d'opportunité actuellement, puis on veut aussi garder notre savoir-faire ici pour pouvoir justement faire briller l'expertise là, à l'international. Donc, la fenêtre d'opportunité, c'est évidemment, il y a une transformation. Oui, elle se fait pas à pas, mais les équipementiers du Québec doivent être prêts afin de répondre lorsque l'industrie en fera la demande ou sera à cette étape-là dans leur développement, de pouvoir justement être prêts à offrir ces nouveaux produits-services qui les aideront dans leur transformation et dans leur quête au niveau de l'autonomisation des opérations. Rapidement, les entreprises que vous voyez à l'écran sont les entreprises qui ont bénéficié du parcours Vortex IoT dans les derniers mois. On voit ici nos différents équipementiers promoteurs et dans la diapositive suivante, on voit les experts TI. Rapidement, parce que j'en parle plus tard, on a séquencé les deux types d'entreprises, tout simplement parce qu'on avait besoin d'une expertise bien particulière, étant donné la chaîne de valeur de la gestion de données que je vous ai présentée plus tôt. Il y a des expertises nécessaires qui ont été sollicitées puis qu'on avait besoin pour créer, évidemment, un plan de travail pertinent et minimiser les risques, évidemment, avec cette gestion de données. Vortex, c'est aussi un 360. Comme j'ai dit, l'idée au marché turbo-propulsé. MISA était l'innovation, mais on avait besoin pour pouvoir justement réaliser tous les défis liés à cette commercialisation, des partenaires en stratégie d'affaires tels qu'Aviseo et des partenaires en commercialisation et marketing tels que 48e Nord. Je vous explique maintenant le parcours dans lequel un promoteur a bénéficié ou où est-ce qu'on l'a amené à travers notre méthode, évidemment éprouvée avec des résultats hyper intéressants. Pertinence d'affaires, je l'ai dit au départ, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Oui, on a une bonne idée, mais est-ce que cette bonne idée-là a un marché? Donc, c'est important pour nous de toujours valider le potentiel et le marché de cette idée-là, que ce soit par des experts, que ce soit par d'autres outils, mais il faut s'assurer de passer à travers ce premier jalon-là et de réduire ce risque-là à la réussite du projet, tout simplement, de s'assurer est-ce qu'on répond à une problématique ou à un défi réel des opérations minières actuellement? Parce que oui, ça peut être un défi, mais ça peut être un défi qui est loin dans la liste des défis. Partenariat stratégique, c'est important pour nous dans notre modus operandi. Il y a de façon incontournable les tests in situ. Donc, il n'y a pas une entreprise qui passe par Vortex qui n'aura pas la chance et l'obligation même de faire des tests in situ. Le pourquoi? Bien, premièrement, ça nous permet justement de justifier et d'avoir un narratif intéressant en commercialisation, en marketing, parce qu'on a déjà été dans les opérations. On sait que ça fonctionne. Il y a parfois un milieu assez hostile dans l'industrie minière, donc de déjà pouvoir passer cette barrière-là nous permet d'avoir une proposition de valeur plus intéressante puis d'avoir réduit les risques avant même la commercialisation. C'est aussi le fait de pouvoir quantifier ce qu'on a estimé. Donc, quand on travaille en innovation, un projet, on s'assure d'avoir des bénéfices intéressants pour les utilisateurs. On veut avoir un impact sur les indicateurs de performance puis sur les résultats au quotidien. Donc, le test in situ va nous permettre de quantifier cet avantage-là qu'on aura estimé. Donc, baisse d'heures nécessaires à une tâche X. Donc là, on est dans la généralité, mais avec les tests, on va pouvoir le quantifier, donc de pouvoir travailler en parallèle la stratégie de prix, positionnement, etc. Il y a l'aspect collaboration sectorielle. Donc, je l'ai mentionné rapidement avec les experts TI, mais dans un plan de travail de projet d'innovation technologique à saveur connectée, il y a plusieurs expertises nécessaires. Donc, oui, il y a le promoteur qui a son expertise d'ingénierie, de son propre produit, mais si on connecte, on a besoin de gens experts, que ce soit en software, en hardware, que ce soit en IA, peu importe. Donc, il y a cette expertise-là à aller chercher pour réduire un risque et parfois répondre à des objectifs techniques bien précis qui sont nécessaires à la réussite du projet. Donc oui, il y a des experts IT, mais il peut y avoir toutes sortes d'autres experts aussi, que ce soit justement commercialisation, stratégie d'affaires ou autre. Donc, gestion de changement, structure, c'est vraiment de s'assurer que dans l'écosystème, on a été voir les meilleurs qui répondent à des objectifs bien précis dans le cadre du projet.
De l'idée au marché, j'ai expliqué le concept de 360. On n'est pas dans on n'est pas dans une séquence un après l'autre, mais on est vraiment dans un travail parallèle. Donc oui, on fait la recherche et développement, on fait l'ingénierie, le prototypage, mais on n'attend pas jusqu'à la fin du projet pour voir justement l'impact interne et les outils de communication. Ça se fait tout au long du même projet pour s'assurer qu'à la fin, quand c'est confirmé, nos gains, nos tests sont effectués, on est prêt à la commercialisation. Gestion des risques, on s'assure d'une optimisation d'un montage intéressant, mais c'est aussi par une gestion de jalons. Donc, s'assurer d'avoir des points d'arrêt à des moments très précis, critiques, là, je dirais même, là, donc comme les phases d'ingénierie, de prototypage, de tests en milieu réel, tests en milieu contrôlé, de pouvoir ramener tous nos indicateurs, tous les critères qu'on avait établis en innovation, en stratégie d'affaires, en commercialisation, pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne lignée. Est-ce que le projet est toujours intéressant? Est-ce que ça fait toujours partie d'une problématique? Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on a changé le périmètre de projet, on a changé un objectif technique bien précis. Donc, ça nous assure vraiment d'investir notre temps et notre argent aux bons endroits et au bon moment. Il y a ensuite l'aspect de vitrine commerciale. Rapidement, c'est nos réseaux d'experts qui nous aident à faire cette continuité-là et de valider la pertinence tout au long de l'exécution du projet. Nos réseaux d'experts sont des représentants de sociétés minières qui qui ont un avis bien intéressant sur l'avancée de projet. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une validation tout au long du projet pour s'assurer encore une fois que c'est pertinent. La vitrine commerciale, c'est aussi une visibilité puis un accompagnement en continu. Donc oui, là, je vous ai présenté la démarche Vortex où on s'arrête à la commercialisation, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été mises en place, puis je vais laisser Médéric en parler à la toute fin. C'est des éléments d'information intéressants là, qui nous permettent justement de rester en mouvement avec nos promoteurs et de pouvoir leur donner le plus de visibilité possible pour réduire leur risque à la commercialisation. Donc, j'ai expliqué le contexte. Donc, mine autonome, notre offre de fonctionnalité renouvelée, le fait d'avoir justement une valeur à nos données. Donc, où nous en sommes maintenant, on est vraiment dans l'exécution et la commercialisation des projets accompagnés, ce qui nous a permis chez MISA de mettre en place notre offre de services bien structurée qui justement justifie toutes les étapes et qui amène la valeur et l'accélération du projet d'innovation sur le marché. J'ai pris quelques minutes de trop, je m'en excuse. Je passe la parole maintenant à mon collègue Jérôme qui va continuer l'explication justement dans la pertinence aussi de revoir tout ce qui est stratégie d'affaires dans le cadre d'un projet connecté pour l'industrie minière. Jérôme, si ça te va, je vais te suivre en parallèle parce que j'ai l'impression que c'est le changement de slide à l'externe qui crée des petits bugs. Fait que si ça te va, je vais faire des changements de slide pour toi. Aucun problème. Donc, merci Maude, merci Médéric. Bonjour tout le monde. Donc, Jérôme Gontier d'Aviseo Conseil. Chez Aviseo, que je vais présenter dans quelques instants, on a beaucoup travaillé sur cette boussole que Maude a présentée précédemment, qui fait finalement le pont entre une offre traditionnelle puis une offre qu'on appelle connectée. Donc, on peut comprendre le concept à haut niveau de se dire que, bon, en connectant nos équipements, on va être capable d'offrir des services supplémentaires, on va être capable d'analyser les données qui vont pouvoir nous permettre de développer des nouvelles fonctionnalités pour nos équipements, peut-être même nous permettre de les piloter à distance. Donc, le concept est clair. Je pense qu'on est habitué avec toutes les nouvelles technologies auxquelles on est exposé en ce moment. Mais la mise en œuvre, par contre, c'est une autre histoire. Et c'est là où Aviseo est entré en ligne de compte dans le cadre du parcours Vortex. Aviseo, on est une firme de services conseil en stratégie, en économie. On a été fondé il y a 10 ans maintenant. On a des bureaux à Montréal et à Québec. Donc, par les temps qui courent, je pense que c'est également pertinent de mentionner qu'on est une firme à propriété entièrement québécoise. Puis donc, on est habitué de travailler dans le secteur minier, dans le secteur manufacturier, les ressources naturelles plus largement également. Donc, on a une belle empreinte, puis ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec MISA sur différents projets de nature stratégique. Et donc, on a été impliqué dans le cadre du projet Vortex justement pour réfléchir avec les participants du parcours comment faire ce passage-là d'une offre traditionnelle à une offre connectée ou une offre augmentée.
Si on poursuit, là, finalement, très conceptuellement, là, on a travaillé sur les flèches, finalement. On a travaillé sur l'approche de transition. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a été notre implication auprès des entreprises du parcours Vortex? Eh bien, si on poursuit, Méric, il y a 5 grands points là, sur lesquels on a travaillé avec les entreprises. Premièrement, traduire des propositions de valeur théoriques dans un couple de produits-services très concrets. Donc, oui, on va générer les données de notre équipement, mais oui, mais encore plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va décomposer une offre de base, une offre avec un peu plus de fonctionnalités, puis une offre très complète? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de coût d'opération? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exigences opérationnelles, exigences techniques? Il y avait des experts TI qui ont été impliqués dans les différents projets qui pouvaient également nourrir nos analyses, mais nous, on pouvait travailler sur des scénarios de proposition de services avec nos clients, donc qui étaient très concrets, puis qui redescendaient de l'idée, disons, conceptuelle, puis qui nous ramenaient aussi sur des enjeux d'opérationnalisation. Donc, on a travaillé sur ça avec nos clients. On a essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes de modèle de revenus pour être capable aussi de projeter un impact financier potentiel pour nos clients. Pour savoir éventuellement qu'est-ce que ça veut dire en termes également de dimensionnement de l'entreprise. Donc, si on pense qu'on est capable de croître à telle fréquence ou à telle cadence, devrais-je dire, avec cette offre-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment on va devoir évoluer comme organisation? Donc, c'est un des éléments qu'on a travaillé également. Repenser le parcours client, les processus opérationnels, entre une offre traditionnelle où on vend un équipement, puis ensuite on se retire, et vendre une offre connectée où on continue éventuellement de suivre notre équipement, puis on est capable de proposer peut-être des recommandations sur l'usage de l'équipement à notre client, mais ça demande une révision complète de l'interface entre le fournisseur d'équipement, entre l'équipementier et son client. Donc, comment ça doit transformer la mise en service? Comment est-ce qu'on doit assurer un suivi de la relation d'affaires dans le temps? Quand il y a des pépins, comment on se déploie chez le client? Donc, on a travaillé à repenser avec les différentes entreprises avec lesquelles on a travaillé, à cartographier, dans le fond, des processus pour être capable de les maîtriser au moment où on allait devoir se déployer. C'est un travail qu'on a fait de se projeter, c'est un travail de projection qu'on a fait. Certains des clients étaient plus avancés, alors là, on a formalisé l'existant dans une perspective d'amélioration continue. Puis dans d'autres cas où les entreprises étaient peut-être un peu moins avancées dans leur processus, au moins on a commencé à réfléchir à quoi ça pourrait ressembler pour éventuellement gagner en maîtrise dans la mise en œuvre. Il reste des petits points. L'avant-dernier point, co-construire des nouveaux modes opératoires avec des nouveaux partenaires. Donc, souvent, les équipementiers sont des entreprises un peu plus traditionnelles, des entreprises de fabrication, qui ont fait affaire avec des entreprises technologiques, donc spécialisées en Internet des objets, spécialisées en développement logiciel. Les réflexes ne sont pas les mêmes, les façons de travailler ne sont pas les mêmes, et souvent, les offres étaient développées conjointement. Ça veut dire qu'il y avait quand même des questions d'interface client à gérer, qui doit se présenter, comment, à quel moment, etc. Donc, on a débroussaillé tout ça. On a travaillé un peu sur la gouvernance également de la gestion des nouvelles propositions de valeur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été, je pense, apprécié. Puis finalement, on a fait un travail de planification avec nos clients. Donc, l'objectif, c'était d'amener une nouvelle technologie au marché à l'intérieur de 18 mois. Donc, nous, du moment où il y avait des tests qui étaient faits, la technologie était éprouvée, on voulait travailler à dire, comment on va préparer l'organisation à être capable d'opérer ce nouveau modèle-là de manière la plus efficace possible. Donc, ça, c'est les grands éléments sur lesquels on a travaillé avec nos clients. Évidemment, vous avez vu les logos, vous connaissez peut-être les entreprises qui étaient participantes, peut-être que vous ne les connaissez pas. La réalité, c'est qu'il y avait quand même différents profils parmi les entreprises qui ont participé. Et si tu peux passer à la prochaine page, s'il te plaît, Médéric, peut-être des idéotypes là, ou des cas concrets. Là, on a essayé de les décomposer en 3 cas. Là. On avait peut-être l'entreprise technologique en démarrage qui était très focusée sur le développement et la commercialisation, qui avait ses propres défis. Pardon. Il y avait l'entreprise de taille moyenne qui, elle, réfléchissait à une grande transformation quand même pour son modèle d'affaires. Puis finalement, il y a aussi des projets
de nouvelles entreprises à l'intérieur de grandes entreprises qui ont participé au programme Vortex. Donc, les 3 entreprises avaient des défis différents et Aviseo a pris une posture différente pour les accompagner. Donc, si on regarde à gauche de l'écran, dans les cas de l'entreprise technologique en démarrage, les défis, c'était beaucoup de structurer une capacité à opérer à grande échelle. Donc, il y avait beaucoup de réflexions avec nos clients sur la formalisation de l'organisation, quelle expertise on va avoir besoin, dans quelle mesure on va avoir besoin de chaque type d'expert, comment on va se déployer chez nos clients, etc. Il y avait aussi peut-être un travail de concilier l'opportunisme et la gestion de l'intention. Ça veut dire que, évidemment, dans des entreprises en démarrage, on suit les opportunités, mais on voulait aussi s'assurer que les opportunités ne nous fassent pas oublier l'intention long terme, la stratégie long terme qu'on a derrière le développement de cette technologie-là. Finalement, développer des outils de pilotage pour aider à la gestion, pour aider à la planification de l'entreprise. Donc, on prenait une posture un peu d'expert, si on veut. Au niveau de l'entreprise de taille moyenne qui se transforme, c'est vraiment le défi, ça a été de s'engager dans cette transformation-là, finalement, de la relation client. Ce sont des entreprises qui fonctionnent depuis un certain temps, qui ont leur modèle d'affaires qui est éprouvé, qui ne sont pas nécessairement en danger opérationnellement, mais qui reconnaissent l'importance de se transformer, qui reconnaissent le potentiel de la transformation numérique. Alors là, il y a eu beaucoup de travail pour essayer de dérisquer le projet avec différents modèles, puis aussi un travail avec eux, surtout dans le cadre d'ateliers, pour arbitrer entre les priorités opérationnelles, le développement du produit, puis garder ce projet-là vraiment comme un projet prioritaire au sein de l'organisation. Donc, on a vraiment essayé de travailler en partenariat avec nos clients dans ce contexte-là. Puis finalement, un contexte un peu différent, celui de la grande entreprise qui développe une nouvelle start-up à l'interne. Là, c'était de mettre en œuvre un contexte qui permet à la grande entreprise de réaliser les synergies imaginées grâce à cette nouvelle start-up-là interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? S'assurer qu'il y a une gouvernance claire entre la start-up, la haute direction, s'assurer que les deux côtés se parlent, les deux côtés demeurent alignés, ce qui n'était pas toujours le cas. Arrimer les différents métiers au niveau culturel. Donc, dans la grande entreprise, on avait une approche très traditionnelle. Puis là, on amène des nouvelles compétences dans une start-up interne. Comment on fait pour s'assurer qu'on parle le même langage, pour s'assurer qu'on parle à la bonne cadence, puis que les synergies qu'on cherche à créer sont des sujets qui sont abordés de manière régulière au bon moment dans les bons forums. Puis finalement, arrimer les priorités entre les organisations puis la construction d'un effet de levier de commercialisation, c'est comment on peut utiliser notre offre traditionnelle pour mettre en valeur notre nouvelle offre connectée. Donc là, on a surtout essayé de se mettre en mode facilitation pour s'assurer que développer une structure de communication, développer une structure de gouvernance efficace pour permettre aux deux groupes finalement d'atteindre leurs objectifs. Donc, c'est comme ça qu'on a adapté nos différentes approches d'accompagnement puis qu'on continue de le faire parce que le parcours n'est pas tout à fait fini pour toutes les entreprises. Qu'est-ce que ça donne comme livrable? Puis je veux passer très rapidement là-dessus, mais vous voyez qu'il y a des définitions de l'offre de fonctionnalité, des leviers de création de valeur, décomposition du modèle de revenu, de différents forfaits, cartographie de la relation client actualisée. Vous voyez des scénarios de transformation, donc ce n'était pas toujours clair pour les entreprises à quelle vitesse on veut aller, jusqu'où on fait la connectivité des équipements, dans quelle mesure on le fait, sur quel type d'équipement on le fait. Donc, le lien avec tout le portefeuille de produits est important. Puis finalement, le modèle financier avec des hypothèses selon les différents types de services puis la croissance qui est anticipée. Et donc, si on avance, on peut poursuivre. Évidemment, cette transition-là, puis je vais essayer de terminer rapidement pour laisser du temps, la transition est non sans défi. Quelques défis qu'on a observés. Premièrement, défi d'engagement, l'analyse paralyse. Donc, c'était des grosses transformations pour les entreprises qui ont participé, puis des grosses transformations en général, de repenser la proposition de valeur, repenser l'offre de service, des fois développer faire du développement d'affaires dans de nouvelles industries. Il y a eu beaucoup de discussions qu'on a eues où on voulait des validations, des revalidations, des revalidations. Donc, c'est normal. C'est un défi, ça implique beaucoup d'investissement. Par contre, il y a un moment donné où il y a des décisions d'affaires qu'il faut prendre, puis il faut se lancer. Puis le défi d'engagement était quand même lié au défi de vente. Puis j'ai vu la question également, est-ce que les clients sont prêts à payer pour ça? L'observation qu'on a faite basée sur les différentes cohortes, l'industrie n'est pas en attente.
qu'on a compris, c'est qu'il y a un intérêt, il y a une curiosité, il y a une reconnaissance que la connectivité dans le secteur minier va générer des gains, ou en tout cas, il y a des attentes de gains. Il y a des exemples à l'international qui le démontrent. Il y a les grands équipementiers qui le démontrent également en mettant des grands équipementiers internationaux qui le démontrent en développant ces modèles-là. Ceci dit, il y a des preuves à faire. Les tests in situ ont été utilisés en partie pour démontrer la valeur ajoutée, mais ça va être aux équipementiers aussi de démontrer la valeur ajoutée, mais ça ne se fera pas de manière passive. Donc, il y a un gros travail de développement, un gros travail de représentation à faire, puis de démontrer qu'effectivement, la technologie a le potentiel qu'elle démontre. Donc, ce n'est pas parce qu'on connecte notre équipement qu'on crée de la valeur. La question, c'est comment on crée de la valeur avec la connectivité. Puis c'est à vous de le démontrer finalement. Puis nous, on essaie d'accompagner ces discussions-là. Et pour ceux pour qui ça fonctionne bien, ben, c'est de dire comment on passe du prototype à la production, comment on est capable de se mettre en œuvre de manière à grande échelle pour rejoindre les marchés, surtout si notre offre se développe de manière exponentielle. Puis ici, c'est une ouverture sur des prochains défis, une ouverture sur des prochaines préoccupations à avoir pour la suite. Si on regarde peut-être la dernière page des grandes réflexions, ben c'est quoi ces piliers-là, finalement, de la maturité opérationnelle pour la suite des choses? Ben, c'est d'être capable d'arrimer nos systèmes opérationnels, nos systèmes de qualité, puis notre culture dans le développement d'une offre qui est standardisée et qui n'est pas toujours réalisée sur mesure pour chaque client. Donc, ça, dans le fond, la mise en œuvre de ça va dépendre par exemple, sur le pilier opérationnel, de la planification de la production et l'alignement avec les ventes, l'organisation de lignes de montage, la gestion de l'approvisionnement, etc. Au niveau de la qualité, c'est d'être capable d'établir des standards de qualité, des processus de mesure, de suivi, puis mettre en œuvre des pratiques d'amélioration continue dans le temps. Puis tout ça, évidemment, dépend d'une culture, d'une présence terrain des gestionnaires, s'assurer qu'il y a un suivi sur ce qui est fait au niveau de la fabrication. Lorsqu'il y a des écarts qui sont observés, les prendre en charge, puis les gérer plutôt que de les observer puis prendre des risques. Puis finalement, s'assurer qu'il y a une cascade, une escalade d'informations qui est efficace dans l'entreprise. Donc, une fois que ce qu'on présente ici, c'est peut-être la prochaine étape. Là. Une fois que les offres, les couples offres-marché vont avoir été déterminés, bien établis et confirmés, bien là, ça va être de se poser des questions de mise à l'échelle, finalement, qu'on illustre par ce qui est présenté à l'écran. Donc, ça résume pas mal notre implication, les différentes approches qu'on a prises, les défis qu'on voit, puis comment on voit la suite. Donc, j'espère que ça vous a interpellé. Puis, si vous avez des questions, vous pourrez répondre vers la fin du webinaire. Valérie, si ça te va, je vais prendre aussi le contrôle. Donc, puis les questions, ça va attendre juste à la fin de la présentation, étant donné qu'on est un petit peu en retard. S'il vous plaît, vous pouvez les laisser dans le chat pour ne pas les oublier, mais on est là pour vous accompagner. Puis là, je crois qu'on compte plus ma barre, mais Valérie, je vais te suivre en parallèle. Donne-moi un instant, je vais essayer de régler mon petit visuel. Pas de problème. Tu vas devoir être alerte parce que je pense que j'ai plus d'une diapositive, ma très chère. Alors, allons-y. Bonjour tout le monde. Valérie Lemay, directrice générale chez 48e Nord International. Donc, aujourd'hui, de mon côté, Médéric, à la prochaine diapo, je vous présente un peu le plan de match, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait dans Vortex, une petite étude de cas fictif et défis et constats de notre côté. Chez 48e Nord International, on fait partie d'un beau et grand réseau de 18 ORPEX qui sont les bureaux de promotion à l'exportation. On fait partie du réseau de commerce international Québec. Puis du côté de 48e Nord, notre mission, c'est de faciliter l'accès des entreprises d'ici à de nouveaux marchés en générant de la valeur tant en Abitibi-Témiscamingue, au Québec et à l'international.
J'ai cru bon vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait, nous, chez 48e Nord, parce que la partie à droite, c'est vraiment ce pourquoi on existe aux yeux des bailleurs de fonds, qui est le MEIA et le Développement économique Canada. Donc ça, c'est vraiment l'offre de service classique d'un ORPEX. Puis de l'autre côté, ça, c'est le terrain de vœux qui s'est créé en 27 ans d'histoire chez 48e Nord, dont, entre autres, notre participation plus récente au parcours Vortex. Nous avons intégré notre offre de service du réacteur à l'intérieur du parcours Vortex. L'équipe qui a travaillé, qui travaille au quotidien dans notre ORPEX, mais surtout qui ont collaboré également au niveau de l'accompagnement auprès des entreprises. Et prochaine slide, je jugeais bon aussi de vous présenter le conseil d'administration de 48e Nord International parce que ce sont des entrepreneurs, des exportateurs, nos administrateurs. Leur regard est précieux pour notre organisation. Alors, expertise, livrable, contribution, qu'est-ce qu'on a fait de notre côté chez 48e Nord? Alors, je vous présente un peu les différentes étapes. Médéric, tu peux changer de slide, je te remercie. Donc, je vous parlais de programme réacteur, 2 grands axes interreliés. Première analyse qui est l'analyse situationnelle où on va traverser certains éléments et une mise en application, en fait, qui est le plan de commercialisation. Et si on creuse, Médéric, à la prochaine slide, vous allez voir du côté de l'analyse situationnelle, c'est vraiment de rassembler toutes les informations nécessaires pour soutenir l'élaboration du plan de commercialisation, diagnostic, étude de marché, étude de la concurrence, validation de marché. Et à la prochaine diapo, validation de marché, je croyais bon vous présenter une des démarches qui a été faite du côté de 48e Nord dans le cadre de Vortex. C'est 50 entretiens qui ont été réalisés de l'automne 2023-2025 qui visaient en fait à rencontrer plusieurs profils dans le secteur minier, équipe de production, ingénierie, équipe de surface, etc. Vraiment pour aller valider les besoins du marché minier québécois, mais on est allé faire aussi un petit côté de l'Ontario et sur tout le cycle de vie d'une mine aussi. Donc ça, c'est un livrable très intéressant pour les entreprises. Le tout est rendu de façon anonyme parce qu'on veut que les minières continuent de collaborer avec nous et de se sentir à l'aise de nous pointer vraiment leurs besoins et leurs défis. Et c'est une synthèse qui est rendue à l'entreprise pour bien comprendre les besoins du marché. Médéric? Le plan de commercialisation, on est dans des grands classiques marketing, donc stratégie de produit, stratégie de prix, stratégie de distribution et au final, ensuite, stratégie de promotion qu'on voit un peu plus dans l'angle communication et marketing. Et pour vous faire un peu une démonstration du type d'outils qu'on utilise, Médéric, je te demanderais peut-être d'appuyer pour que la vidéo démarre. Je te remercie. Donc, le répertoire minier Québec et Ontario, ça, c'est un produit fait in-house de 48e Nord. Je salue au passage la grande détermination de ma collègue Charline qui a réfléchi l'outil et qui l'alimente au quotidien, mais disons de façon à toutes les semaines, pour nous assurer en fait que les entreprises puissent identifier les opportunités d'affaires. Ils ont accès à une base de données à jour de l'industrie minière du Québec et de l'Ontario. Ça crée vraiment un pipeline de clients potentiels et dans notre accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'on va cibler environ 5 leads pour nos entreprises. Ils vont pouvoir suivre en fait l'actualité de ces sites miniers-là. Ça optimise vraiment les efforts de prospection. Un outil qui est fort apprécié de par les entreprises de Vortex et d'autres qui bénéficient de notre service aussi. Médéric, prochaine slide, je te remercie. Donc, allons-y d'une petite étude de cas tout à fait fictive. Alors, je vous présente une compagnie créée de toutes pièces qui est Lemay Hydraulique, dont le siège social est à Tachereau et nous sommes établis depuis 1954. Notre grande ambition chez Lemay, on sera les premiers cylindres connectés à se positionner à l'eau nez. Alors, les vrais savent ici, là. Il y a des petits insights du secteur minier. Donc, chez Lemay Hydraulique, on a une offre de service traditionnelle. Donc, cela veut dire qu'on a une proposition de valeur qui vraiment détermine quel est le bénéfice client. Nous, chez Lemay, nos cylindres sont d'une puissance inégalée, tout simplement.
Notre axe de communication, lui, ça se veut un peu plus une image cohérente et attrayante. On est dans un univers un peu plus publicitaire. Donc, nos cylindres sont conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, offrent une performance fiable et une longévité accrue. Ensuite, mon grand-père me disait, chez le Hydraulique, peut-être pas depuis 1954, mais depuis quelques années, on a réalisé qu'on doit connecter nos cylindres, surtout si on veut arriver les premiers à générer des données à l'année. Ensuite, mon père, M. Lemay, nos cylindres sont fabriqués pour supporter les environnements les plus exigeants, garantissant ainsi une performance fiable et une durabilité prolongée. Mais depuis l'installation de nos capteurs, là, il y a une VP marketing qui s'appelle Valérie Lemay et elle dit « On génère des données, mais là, on va toujours bien pas les donner. » Alors, chères entreprises, vous qui êtes présents, vous non plus, vous n'allez pas les donner, vos données, parce qu'à partir du design d'innovation du groupe MISA, du diagnostic numérique d'Aviseo, 48e Nord vous accompagnera à faire migrer une proposition de valeur technique à une proposition de valeur commerciale. Et comment on fait ça? Ben, en marketing, le narratif utilisé pour convaincre un persona s'appelle un storytelling persuasif. Ça vise vraiment à créer une connexion émotionnelle et à influencer la décision d'achat en racontant une histoire qui résonne avec les besoins, les désirs, les problèmes spécifiques du persona. Ça, on comprend bien ça en fait en B2C, mais même en B2B, le storytelling est un levier puissant pour influencer les décisions d'achat en créant une connexion émotionnelle tout en fournissant des arguments rationnels. Donc, de quoi ça a l'air? Là, c'est de toute façon, quand même, on va se le dire, très simplifié. Mais du côté du persona, par exemple, surintendant maintenance. Alors, on a toujours notre axe de communication au niveau du produit. On est fait pour résister dans des environnements difficiles. Mais un narratif d'une offre de fonctionnaliser, personnalisée du côté d'un service, bien là, on pourrait dire à un surintendant maintenance, bien là, nos capteurs, eux, vont analyser l'usure en temps réel. Ça vous permet d'anticiper les défaillances, puis de réduire les arrêts imprévus, d'optimiser la maintenance, puis d'éviter des pannes coûteuses. Augmenter aussi la durée de vie de vos équipements. Fait que finalement, là, transformer un consommable en investissement. Fait que là, on commence à avoir un discours qui peut être qui va capter un peu plus l'attention et surtout peut-être régler certaines problématiques dans le secteur minier. Par exemple, je me lance sur un autre persona au niveau responsable, santé, sécurité. Donc, on pourrait indiquer que nos capteurs anticipent les risques et les signes avant-coureurs d'une conduite dangereuse, assurent un environnement sécuritaire sur les sites, puis qu'en fait, ça nous permet d'avoir une nouvelle capacité d'avoir des données fiables pour faire de l'évaluation d'employés ou la gestion des talents. Là, petit rappel, avertissement important là, pour ceux qui auraient peut-être manqué d'attention au début de mon étude de cas. Là. Le Hydraulique est une compagnie fictive. La preuve, encore une petite inside dans le secteur, elle n'a jamais été sous le radar d'une veille concurrentielle pour Mayotte Industrie. Quelques constats et défis du côté de 48e Nord. Ça va peut-être répondre à certaines questions aussi. Je voudrais qu'un des défis importants qu'on a rencontrés dans les 2 dernières années, c'est qu'on a été confronté à des situations où le manque d'opportunités d'affaires concrètes ou de bonnes commandes a désorienté parfois mon équipe, puis à juste titre certains entrepreneurs. Cette situation-là précise a mis également en lumière l'importance cruciale de continuer à valoriser l'apprentissage autour de l'analyse des données. Puis, comme je le souligne souvent notre collègue Alain Beauséjour d'une façon si éloquente et frappante, moi, je vais reformuler ces propos de façon toute simple. Ceux qui n'ont pas encore engagé le virage ne pourront jamais devancer ceux qui ont déjà pris l'initiative de se lancer ou de s'inscrire à Vortex, par exemple, dans la stratégie du premier intrant. Et dans les constats aussi, l'exercice d'imaginer l'entreprise Lemay Hydraulique m'a rappelé, puis devrait tous nous rappeler qu'il est essentiel de rêver puis d'agir comme si nos entrepreneurs allaient recevoir un bon de commande dès demain matin. Parce que pendant ce temps-là,
les entreprises. Maud en faisait référence tantôt. Grâce à la collaboration, en fait, des partenaires miniers, et on les remercie, là, réalisent des tests in situ, ce qui nous permet de valider l'efficacité des solutions technologiques dans des conditions réelles d'exploitation minière, de réduire considérablement les risques avant un déploiement à plus grande échelle, puis de préparer les entreprises de manière exceptionnelle à la commercialisation. Et pendant ce temps, les entreprises minières investissent actuellement de manière significative dans les technologies de transport de données, ce qui nous laisse penser que même si les objets ne sont pas tous encore connectés, il existe un potentiel prometteur à exploiter. Puis nous, pendant ce temps, on a des narratifs persuasifs à créer avec vous, parce que ce qui était un persona hier sera un surintendant motivé à entendre votre histoire demain. Et sur les sages paroles du président du conseil d'administration de 48e Nord, qui est également président directeur général d'ISVIE chez Groupe Technosol, chez 48e Nord, en tant qu'acteur engagé dans le développement économique, spécialisé dans la commercialisation et l'exportation, 48e Nord vise à faire évoluer sa mission en préparant les PME innovantes à maintenir leur compétitivité sur les marchés internationaux émergents, notamment par la valorisation des données générées par l'IoT. Puis, si on reformule en fait ce propos-là, c'est que les équipementiers et les fournisseurs québécois doivent valoriser leur expertise au-delà des produits qu'ils proposent. Cela permettra de maintenir leur position sur le marché face à l'augmentation, il faut le dire, de la concurrence internationale. Puis je me permets de nous dire, nous tous faisant partie de l'écosystème minier du Québec, qu'on prenne pleinement conscience de nos compétences et de notre expertise. On ne se vante pas assez, on devrait le faire davantage. On doit valoriser avec détermination ce qu'on est en mesure de faire. Merci beaucoup. Merci Valérie. Je vais en profiter pour lancer la campagne. Donc, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du rester en mouvement. Vous avez quand même compris un peu dans le 360 qu'on a présenté plus tôt. Mais ce qui vient naturellement après ce beau 360-là dans le parcours Vortex, c'est un package Rolling Stone. Donc, ce package Rolling Stone-là, je vais en reparler dans la prochaine diapositive. Le chapitre 2 du parcours Vortex qu'on travaille très fort en ce moment, vous allez pouvoir voir en ligne un mémoire prébudgétaire qui a été déposé. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le demander. Tous les détails sont dans ce mémoire. Et sinon, on travaille aussi très fort à la création de la communauté Vortex parce que tous ces beaux projets-là, ensemble, ça crée une belle communauté. Donc, pourquoi rester en mouvement? Vous l'avez vu avec 48e Nord et Aviseo, on avait déjà un peu été dans l'initiative de continuer le mouvement après notre parcours Vortex chez Groupe MISA. Donc, avec la création d'un package Rolling Stone et d'une campagne Rester en mouvement, c'est qu'on veut s'assurer d'une visibilité aux participants du parcours Vortex chapitre IoT avec plusieurs collaborations. Donc, les collaborations étaient avec 48e Nord, Adama Productions et Mars District Discovery. La première initiative était des webinaires stratégiques que je vais vous présenter le calendrier dans les prochaines diapositives. La création de vidéos professionnelles parce qu'on aime ça, des exemples concrets et un accélérateur de relations publiques pour leur mettre un peu de l'accessibilité à des plateformes de relations médias, donc des plateformes web, des journaux et bien d'autres encore. Donc, notre impact est de garder nos PME et nos startups québécoises en mouvement, leur offrir des belles opportunités stratégiques pour leur croissance sur le marché. Donc, le calendrier des webinaires à venir est l'émission 17 avril avec le laboratoire mobile e-core. Sinon, Neuromine qui va être le 12 juin avec la gestion des flux de données des opérations minières. Ara Robotique le 21 août qui est avec Audace, la solution du drone autonome. Oups, j'ai un petit problème, parfait. Lithologique, 16 octobre, avec l'analyse minéralogique automatisée. RMDS, le 11 décembre, avec Manoir, une percée en communication sur le courant porteur. Et Lichen Innovation, le 12 février 2026, projet de revêtement anti-usure connecté. Donc, nos événements chez Groupe MISA à venir, si vous voulez nous voir en personne, on va être le 11 mars à Montréal pour justement avoir des cobayes sur l'intelligence artificielle dans des ateliers de Living Lab et d'Open Innovation. Donc, n'hésitez pas à aller acheter vos billets dans cet événement-là. Il reste encore quelques places et sinon, nos réseaux d'experts qui sont exclusifs
aux opérateurs miniers. Le lien aussi va être là dans la présentation que je vais envoyer.